Il est 8h30 sur Bretagne 5. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, nous accueillons Philippe Hercouët, maire de Lamballe-Armor, conseiller régional et président de l'établissement public foncier de Bretagne. Il est venu jusqu'à nous au studio de la matinale et au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour Philippe Hercouët. Bonjour. Alors on va parler ce matin un peu de politique, on va parler d'aménagement du territoire. Je le disais en commençant, vous êtes président de l'établissement public foncier de Bretagne. Pour le grand public, ça ne représente pas forcément grand-chose. Qu'est-ce que c'est l'établissement public foncier de Bretagne ? Alors, c'est vrai que c'est un acronyme et un nom qui ne sont pas forcément simples, mais très concrètement, c'est un établissement qui est extrêmement utile pour les collectivités et pour agir sur le terrain, très concrètement, je le dis bien. En pratique, c'est quoi ? Eh bien, c'est un établissement qui accompagne les collectivités pour développer de l'habitat, de l'économie dans les bourgs, dans les villes, tout en limitant l'extension de la consommation de terres agricoles ou de terres naturelles. Voilà, donc c'est un outil qui permet donc d'intervenir aux côtés des collectivités lorsqu'elles ont des projets pour leur permettre de réaliser ces projets qui peuvent être coûteux ou qui peuvent être compliqués sur le plan juridique, sur le plan technique à réaliser. Voilà, c'est un accompagnement à la fois technique, vous le dites, juridique, mais aussi qui a ce volet environnemental. On en parle beaucoup de l'environnement aujourd'hui, de la consommation des terres agricoles. C'est un véritable problème. Comment pour un maire, vous êtes aussi maire de Lamballe-Armor, hein, donc voilà, vous avez l'expérience. Comment pour un maire ou pour un conseiller communautaire, comment développer une commune en se disant, voilà, il faut loger de nouveaux habitants parce que l'activité économique s'y développe, mais à la fois, il faut économiser les terres agricoles, les milieux humides, enfin tout ce qui fait que l'on peut conserver de la biodiversité, par exemple. Alors, je suis presque tenté de dire que comment on fait, c'est en résumé toute notre action au quotidien, en tant qu'élu, que ce soit d'une commune, que ce soit d'une communauté d'agglo ou au niveau de la région. Le but, c'est quoi ? C'est tout simplement de permettre aux personnes de travailler au quotidien, de bien vivre sur place, mais aussi de se projeter dans l'avenir. Donc on a une mission de très court terme et puis aussi de moyen terme et de long terme. Au quotidien, c'est la vie des gens, c'est les écoles, c'est l'activité, mais il faut se projeter aussi, et pour qu'on se projette, c'est permettre aux gens notamment d'habiter, d'avoir des activités, tout en préservant bien sûr l'avenir. Et préserver l'avenir, c'est de préserver notre environnement, mais c'est de préserver notre nature, la biodiversité, c'est de préserver aussi les sols agricoles, c'est préserver les espaces naturels. Et pour ça, nous sommes toujours attachés à concilier la vie des gens et la possibilité de développement, et notamment dans le domaine de l'habitat, puisque bien sûr, il faut pouvoir habiter dans des conditions économiques satisfaisantes. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas payer n'importe quoi. Donc notre rôle, c'est de développer de l'habitat. C'est l'une de nos priorités d'ailleurs aujourd'hui, localement. Et comment développer de l'habitat, c'est repérer tous les espaces dans lesquels on peut construire, sans faire d'extension urbaine, et à ce titre-là, donc agir sur ces endroits-là. Mais ça peut être, par exemple, des terrains qui sont encore inoccupés dans un centre-ville, dans un centre-bourg, donc on les repère, et puis on essaie de travailler avec des aménageurs, et on peut aussi repérer ce qu'on appelle les friches d'habitat, ou les friches industrielles, parce que ça vaut aussi pour l'économie, et ces friches, c'est par exemple une ancienne usine, ça peut être des anciens bâtis qui sont aujourd'hui très difficiles à rénover. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Très concrètement, par exemple, on va essayer de les acheter, et si c'est trop cher, on intervient via un outil comme justement l'établissement public foncier de Bretagne, qui nous accompagne, et qui nous accompagne ensuite pour voir comment on peut déconstruire, dépolluer, parce que souvent il y a des histoires de pollution selon l'activité qu'il y a eu dans ces endroits-là, remettre ce terrain en état de pouvoir construire, et donc l'EPF nous le rétrocède après, et il y a des aides financières qui sont faites pour là. Il y a également des aides financières de l'État qui nous accompagnent aussi pour ces projets-là, ce qui veut dire qu'en pratique, on essaie au maximum de reconstruire la ville sur la ville. J'ai un mot qui ressort régulièrement pour atteindre ce qu'on appelle, je vais prendre un autre gros mot, mais qu'on entend régulièrement, le zéro artificialisation nette. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à terme, normalement, en 2030, on doit consommer la moitié moins de foncier, et en 2050, on ne devrait plus consommer de nouveaux fonciers. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver les moyens, à développer cette façon de faire, de continuer à se développer. Nous y sommes attachés, mais tout en préservant
les espaces agricoles, l'environnement, la qualité de l'eau. Donc c'est un gros défi, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Des défis aussi, Philippe Hercouët, pour faire avancer les mentalités, parce que c'est pas toujours facile de dire aux gens, ben non, on veut pas que vous construisiez là, parce que il faut conserver le foncier, il faut conserver de la terre agricole. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu des époques, et je ne les blâme pas du tout, où quand quelqu'un voulait construire, eh bien, il prenait un terrain, c'était 1000, c'était 2000 mètres carrés, il construisait sa maison au milieu du terrain, et puis c'est comme ça qu'on consommait beaucoup de foncier, qu'on étalait les bourgs. C'était sous forme individuelle, c'était sous forme de lotissement, c'était vrai pour l'habitat, c'était vrai pour l'économie. On a eu des très grands développements d'espaces d'activité. Et ça, aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. D'abord parce qu'il ne faut pas non plus le perdre de vue, c'est de la consommation d'espaces agricoles. Mais en termes social également, ça amène des personnes à habiter parfois loin des bourgs, un petit peu partout. Ça amène à faire des équipements publics, des réseaux d'eau, d'assainissement, tout ça, qui ne sont pas très intéressants à faire. Donc aujourd'hui, on travaille justement à expliquer, à faire prendre conscience que ça a des conséquences, je dirais, négatives, et qu'on peut travailler autrement. Donc c'est de l'explication, c'est de la conviction, et il faut qu'on montre aussi qu'on peut réaliser, faire des belles réalisations, tout en respectant ces objectifs climatiques, ces objectifs de respect climatique, de respect de la qualité de l'eau et tout. En résumé, certes, il y a des contraintes, ne le nions pas, mais on peut aussi montrer qu'on peut vivre d'une façon différente de ce qu'on a toujours développé depuis quelques décennies. Et puis il y a l'urgence climatique, hein, vous le soulignez, Philippe Hercouët, aujourd'hui on est dans cette urgence. Il y a une prise de conscience, il y a aussi une prise de conscience de l'aménagement du territoire qui est un petit peu concomitante avec cette économie de terres agricoles. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, les déplacements, on essaie de les limiter. Les gens se rapprochent des villes. Il y a aussi l'âge des personnes. Souvent, quand on vieillit un petit peu, on se rapproche d'une ville parce que, ben voilà, on a tout sous la main, on a le médecin, on a les commerces, etc. Est-ce qu'on revient à une politique, alors je ne sais pas si c'est le terme bien choisi, mais une forme de politique de la ville? Je pense, oui, que nous sommes, entre guillemets, un petit peu en train de réinventer la ville. Si vous regardez ce qui se passait il y a plusieurs décennies ou quelques siècles, les villes étaient très concentrées, on avait beaucoup de maisons mitoyennes, beaucoup de choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas des jardins aussi à côté, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de la vie en campagne, mais il y avait aussi une forme d'agrégation de ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on a développé, comme je disais tout à l'heure, avec un étalement de plus important, a des conséquences négatives. Alors, je ne suis pas ni en train de contester le fait que certaines personnes puissent aspirer à avoir un habitat avec un jardin à côté. Je pense même que ça fait partie de l'équilibre. Mais on peut le faire dans des conditions et sur des surfaces qui ne sont pas forcément celles que nous avons développées dans les années passées. Et l'intérêt de redévelopper ces villes, ces centralités, c'est qu'on y amène de l'activité, de la proximité. Et la proximité, c'est aussi des services, c'est un bon fonctionnement. Voilà. Donc on peut concilier, j'en suis convaincu, le développement de ces centralités avec la dynamique aussi, le développement culturel, tout ce qui va avec, et en même temps permettre à des personnes d'avoir aussi, pour certaines, la possibilité d'habiter un petit peu plus loin et une forme de tranquillité. Mais les deux ne sont pas incompatibles, et en tout état de cause, on sait que, et ça il ne faut surtout pas l'oublier, que nous ne pouvons pas continuer à développer, que ce soit chez nous, mais dans tous les pays du monde, l'étalement urbain tel qu'on l'a fait dans, je dirais, le dernier siècle, puisque ça a commencé il y a quand même quelques décennies. Alors, il y a aussi le volet social. Hein. Vous parliez des jardins tout à l'heure aujourd'hui. On sait que beaucoup de gens veulent, enfin, en tout cas, aspirent à mieux manger, à cultiver quelques légumes, voilà. Et aussi, parfois aussi des gens qui ont besoin de ce rapport à la terre, même en centre-ville. Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse aussi l'établissement public foncier, par exemple, de garder un peu de foncier en centre-ville? Je ne sais pas, par exemple, pour des jardins partagés, on en parle beaucoup. Il y a cet aspect social aussi. Alors, ce qui est important, j'ai dit tout à l'heure, l'établissement public foncier, il est là pour accompagner les collectivités lorsqu'elles ont des projets. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est pas l'établissement public foncier qui va décider ce qui se fait, mais l'établissement public foncier accompagne les collectivités lorsqu'elles ont des projets qui ont été réfléchis localement et qui correspondent aux grandes lignes de la politique de l'établissement public foncier. Je rappelle quand même que l'établissement public foncier, ça permet de le situer, c'est là-dedans, il y a l'État, il y a la région, il y a les conseils départementaux, les communautés de communes, les communes. Donc c'est tout le monde au niveau de la région qui est dedans et qui a défini des lignes pour économiser le foncier, mais aussi permettre d'accompagner ces projets portés localement. Il y a un projet
porté localement, et ça rentre dans les grandes lignes de l'établissement public foncier, c'est de permettre, certes, l'économie du foncier, mais c'est pas d'interdire la vie sociale, c'est au contraire de faire en sorte que si un projet est intéressant, il prévoit notamment, et ça c'est une de nos priorités, de l'habitat social, donc ça c'est une première des choses. Il peut prévoir du commerce aussi, et donc ça c'est intéressant parce que ça permet de travailler sur la revitalisation des centralités, la revitalisation de l'activité, et puis ce côté jardin, eh bien s'il n'y a rien de fait pour l'environnement, s'il n'y a rien de fait pour la vie des gens, on ne pourra pas accompagner des projets. Donc, au contraire, un projet qui intégrera la possibilité d'avoir à proximité, soit immédiate, parce que ça peut être parfois des maisons individuelles, ça peut être des petits collectifs, ou à proximité un jardin partagé qui permet à des gens de se situer dans un cercle social, ça c'est important. Là, oui, au contraire, on peut accompagner. Mais ça se fait bien toujours en parfait accord avec la collectivité porteuse et les grandes lignes de politique générale de l'établissement public foncier. Et puis, il y a Philippe Hercouët. Alors, je disais en commençant que vous êtes également maire de Lamballe-Armor. Il y a aujourd'hui de nouvelles façons de travailler. Et puis aussi, de nouveaux publics. On voit beaucoup. Alors, on a un petit peu mis le terme parisien pour dire qu'au premier confinement, tous les Parisiens avaient quitté Paris pour venir tenir à Lamballe. Pourquoi pas. En tout cas, ils sont venus beaucoup en Bretagne, région attractive, les Parisiens et d'autres, hein, pour y trouver une qualité de vie, une qualité aussi de travail. Beaucoup ont pu emmener leur travail avec eux. Alors, ça suppose aussi des développement de la fibre, des équipements. Là aussi, comment accueillir ces nouvelles populations avec leurs desiderata ? La première des choses, je crois qu'il faut peut-être dire, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites là-dessus, c'est que ces personnes qui aspirent à un changement de vie, à travailler différemment, et éventuellement venir de Paris, on dit de Paris ou d'autres villes, et à venir en Bretagne, eh bien, nous y sommes pas du tout opposés, et je trouve que c'est intéressant qu'il puisse y avoir des mouvements comme ça, et des personnes qui changent de mode de vie. Voilà, notre société, elle évolue. Pour autant, nous sommes là pour veiller à ce que l'équilibre soit maintenu entre les personnes qui habitent là, qui travaillent sur place, et d'autres qui peuvent avoir un emploi à distance ou autre. Donc ça veut dire quoi en pratique? C'est continuer à avoir les équipements publics qu'il faut. Et en ce qui concerne les possibilités d'habiter, je dirais c'est notre gros défi, je l'ai dit au début tout à l'heure, c'est qu'il puisse y avoir sur le marché des logements en quantité suffisante et à des prix abordables. Et notre grosse politique, c'est développer de l'habitat dans les conditions qu'on a dit tout à l'heure, sans faire trop d'étalement, mais permettre que ça se développe, permettre de construire de l'habitat social. Nous avons une attente très forte là-dedans, donc on y travaille bien sûr. Et puis au-delà de ça, eh bien, ça va être un gros travail pour continuer. Donc on a parlé de la fibre, oui, la fibre est un moyen de permettre, mais pas seulement pour ceux qui viennent travailler comme ça, mais pour le développement aussi de nos entreprises locales, pour la vie de chacun des habitants. Et donc c'est tout le programme qu'on conduit avec Mégalis, au niveau Bretagne, qui, sur sa première phase, compte tenu des problèmes qu'il y a eu avec quelques sociétés, a pris du retard, et nous le savons, donc ça, on est en train de le dépasser, on est reparti sur un nouveau marché, et normalement, l'objectif, c'est en 2026, tout le monde sera fibré. Mais ce sont tous ces outils-là qui, petit à petit, permettent à chacun de vivre, de pouvoir s'installer. Et puis on a aussi, bien sûr, on le dit régulièrement, les moyens de transport, ça c'est essentiel aussi, parce que c'est le déplacement. Nous ne sommes pas... J'allais y venir, mais vous m'avez précédé. Justement, aujourd'hui, on ne se déplace plus comme il y a juste 20 ans, finalement. On est sur des mobilités douces, il y a une demande du transport collectif, même en campagne. Alors là aussi, on est en pleine mutation. Oui, alors une mutation, mais ne perdons pas de vue que, pour le moment, nous sommes, je dirais, sur un secteur quand même ici autour de Lamballe, sur Quessoy, quand même avec des petits centres urbains, mais aussi une grande part de population qui habite en campagne. Et la voiture reste un moyen de déplacement. Donc, même si nous travaillons à faire évoluer ça, nous ne sommes pas non plus dans un rejet de l'automobile. Ça, je tiens à le dire. Par contre, les sources d'énergie pour les voitures, les carburants, devront évoluer. Parallèlement, bien sûr, nous avons mis en place des transports en commun, donc c'est le train, c'est les bus, et à côté, il va y avoir beaucoup de développement à faire, développer du covoiturage, parce qu'on voit encore trop de déplacements avec des voitures avec une seule personne. Et puis, mobilité douce, nous travaillons actuellement sur un plan vélo.
non pas de réserver des voies spéciales, mais permettre et faciliter le déplacement en vélo, et notamment avec le développement des vélos à assistance électrique, on le voit. Et puis, au-delà de ça, mais peut-être développer des systèmes de location. Puis, l'autre chose aussi, c'est essayer de travailler, et ça refait le lien avec l'habitat, essayer de développer le fait que les personnes puissent peut-être plus facilement habiter à proximité de leur travail. Donc, c'est plein de petits éléments mis bout à bout qui font que notre société, on infléchit, alors on infléchit, je ne vais pas dire qu'on influe nous tout seuls de notre côté, mais on accompagne l'évolution de cette société qui peut-être a eu des excès, même sûrement, dans des évolutions un peu faciles, en termes de consommation d'énergie, en termes de consommation de foncier. Et aujourd'hui, nous avons une obligation, je dis bien ce terme, obligation, d'accompagner et aussi d'impulser ces évolutions-là, ces adaptations qui sont nécessaires, tout en tenant compte, et ça c'est une chose à laquelle nous sommes attachés, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui habite à 15 km de son lieu de travail, il faut quand même qu'elle puisse continuer à venir travailler tous les matins. Et peut-être qu'on va l'accompagner, peut-être que ça va évoluer dans les années qui viennent, mais nous ne sommes pas là pour dire, ni pour blâmer ces personnes-là qui ont une nécessité vitale aussi au quotidien. Voilà, mon propos n'était pas là non plus. On parlait de développement des mobilités douces. On ne va pas supprimer la voiture demain, on va peut-être la rendre un peu moins polluante, mais voilà le sens de la réflexion. Sens de la réflexion aussi vers l'environnement. Je le disais en commençant, c'est une des grandes préoccupations, c'est la grande préoccupation du moment. Comment faire? Alors là, je m'adresse aussi au maire de Lamballe-Armor sur la ville de Lamballe, sur la communauté de Lamballe. Il y a de grandes entreprises agroalimentaires en particulier. Comment accompagner ces entreprises, là, peut-être des fois leur demander de rentrer dans un cercle vertueux pour moins polluer, pour essayer d'être plus respectueuse de l'environnement. Est-ce que là aussi, le rôle politique est important ? Alors, la première chose, souvent quand on cite Lamballe, on dit il y a des grosses entreprises. Oui, nous avons la chance, il y a des entreprises diverses et variées. Il y a beaucoup autour de Lamballe d'agriculture, il y a de l'agroalimentaire, enfin d'autres industries de transformation. Et très souvent, il y a une forme de rejet en bloc. Et je tiens à le dire, nous sommes plutôt attachés à l'histoire de nos productions. Nous sommes un territoire de production qui soit industriel. Nous avons été reconnus comme tel, agricole, agroalimentaire. Et nous sommes aussi convaincus d'une chose, c'est que l'un des gros défis de l'humanité aujourd'hui, c'est d'avoir de l'eau, c'est d'avoir de l'air de bonne qualité, c'est d'avoir de l'énergie, mais c'est aussi de pouvoir manger tous les jours. Et cette question, malheureusement, parfois, on peut avoir tendance à l'oublier. Donc, néanmoins, compte tenu, et ça revient à ce que nous disions tout à l'heure, sur l'évolution que nous avons pu constater dans notre société localement au niveau mondial, nous voyons bien qu'il y a des inflexions à avoir. Alors, comment faire ? La première des choses, c'est que nous pensons que c'est nécessaire de le faire, mais que ça ne se décrète pas comme ça et que ça ne s'impose pas d'un coup pour tenir compte justement de ce qu'il y a. Pour autant, il faut l'accompagner. Alors ça s'accompagne comment ? D'abord, la première des choses, c'est que nous discutons localement, alors en tant que commune, sur certains points particuliers. C'est sur les rejets des eaux, c'est sur la pollution des rivières, c'est sur les rejets dans l'air, des choses comme ça, que nous travaillons forcément quand il y a des demandes d'autorisation, des choses comme ça, sur lesquelles nous avons un avis à donner. Au niveau de la communauté d'agglo, Lamballe Terre et Mer, nous travaillons aussi, même si nos aides sont limitées, mais nous travaillons avec eux. Nous accompagnons aussi, par exemple, au niveau agricole, sur l'évolution des pratiques, sur la qualité de l'eau. Au niveau des entreprises, c'est la même chose. Nous avons régulièrement des échanges avec eux. Parce que tout ça, c'est des questions, notamment même le travail au quotidien. Est-ce qu'on travaille dans des bâtiments fermés ou avec de la lumière ? Donc, on accompagne tous ces éléments-là. On accompagne aussi pour le travail avec des modes de travail différents sur le coworking, sur de la formation. Donc, on travaille aussi en ce moment avec les entreprises sur des plans de formation pour les employés, tout ça. Donc, tout ça, ça contribue aussi à sensibiliser, à faire évoluer. Et puis, tout ça se conduit toujours en parfaite cohérence aussi avec le niveau régional et avec l'État pour avoir, par exemple, dans le milieu agricole, des mesures agro-environnementales. C'est une façon de faire évoluer les choses. C'est tout un ensemble d'éléments, d'accompagnement, d'incitation pour une économie progressivement décarbonée, pour maîtriser les rejets dans l'eau, pour maîtriser les rejets dans l'atmosphère. Mais oui, c'est un travail au quotidien de sensibilisation, bien sûr, d'accompagnement. Et puis, au-delà, je vais prendre des exemples, c'est aussi des petites actions que nous pouvons conduire, nous. C'est, en tant que collectivité,
nous achetons aussi des aliments. Et à travers ça, il y a des obligations réglementaires, mais en plus, que ce soit nous sur l'emballage mort, au niveau de la communauté, au niveau des communes autour, de plus en plus d'achats locaux se font. Du circuit court, finalement. Voilà, c'est pas ça qui est, je dirais, qui résout tout. C'est pas vrai. Il faut pas non plus faire rêver trop là-dedans, mais ce sont aussi des signes qui montrent l'engagement et qui accompagnent cette évolution-là. Donc c'est une prise de conscience. Et quand je dis que c'est pas nous qui décidons tout, ne perdons pas de vue que les entreprises, je pense aujourd'hui, ont pour beaucoup déjà intégré ces notions-là. Et c'est même, je pense important de le dire, un des critères qui fait que certaines entreprises se situent mieux et se développent mieux, parce que les salariés aujourd'hui ont envie de travailler dans des entreprises qui prennent en compte ces obligations-là. Donc c'est un mouvement qui est lancé, qui se développe, et je pense que la puissance publique et les collectivités que nous sommes avons notre rôle à jouer pour continuer à inciter, à accompagner et à valoriser aussi. Alors, Philippe Hercouet, il nous reste 5 petites minutes. On va parler de politique parce qu'il ne vous aura pas échappé que nous allons vers une échéance électorale importante, la présidentielle, et juste après on aura les législatives. On voit un paysage politique assez morcelé aujourd'hui. C'est pas toujours simple. On a vu la gauche en Bretagne plutôt pas trop mal s'en sortir, rester au conseil régional, mais également gagner par exemple le département des Côtes-d'Armor. Mais c'est encore fragile tout ça. La gauche d'un côté, la droite de l'autre, et puis on voit surgir sur les extrêmes Monsieur Zemmour. Alors, on en parle beaucoup sur les antennes aujourd'hui, il ne s'agit pas de focaliser sur Monsieur Zemmour, mais c'est quand même un phénomène. On le crédite de 17%, c'est-à-dire carrément deuxième dans cette course à la présidentielle, en tout cas pour le premier tour. On le crédite de 45% face à Emmanuel Macron si le cas de figure se présentait. Est-ce que c'est quelque chose, j'ai déjà posé la question à quelques-uns de nos invités dans la matinale, est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à vous inquiéter, ou si pour vous c'est qu'un phénomène passager? Vaste question, mais je vais commencer par tout vous avez 5 minutes. Alors, je vais pas répéter ce que nous venons de dire depuis 20 minutes, mais depuis 20 minutes, nous faisons vraiment de la politique. Tout à fait. Et la politique, je pense que c'est avant tout ce que nous faisons au quotidien pour la vie des habitants, pour se projeter dans l'avenir. Et du coup, oui, je pense que nous faisons de la politique, et localement, je pense que nous avons des élus, moi ceux que je fréquente au quotidien, je vois beaucoup de gens qui ont envie que ça fonctionne. Et la traduction de tout cela, je pense, oui, ça a été dit, en Bretagne, on l'a bien vu, il y a des valeurs que nous portons, des valeurs qui ont été reconnues lors des derniers scrutins. Et oui, ce que j'ai décrit tout à l'heure est plutôt partagé, et ce sont beaucoup des valeurs de gauche que nous partageons avec beaucoup de gens, hein, ne nous voilons pas la face. Et à ce titre-là, la transition avec ce qui se passe au niveau national, c'est que nous sommes persuadés que ce que j'ai fait depuis un bout de temps, c'est que en expliquant les choses, en posant bien les choses, avec la prise en compte des gens, je vous ai parlé de revenus, il faut que les gens vivent, je vous ai parlé d'activité. Si on prend tout ça en compte, je pense que c'est une vraie ligne politique. Et cette vraie ligne politique, à mon avis, c'est quelque chose d'important pour le pays. Or, malheureusement, moi aujourd'hui, ce que je constate aujourd'hui et dans ce que vous venez de citer tout à l'heure, malheureusement aujourd'hui les débats qui ont lieu au niveau national, je n'ai pas forcément beaucoup l'impression que ce sont des débats sur cette question des enjeux du pays, des enjeux de l'environnement, des enjeux de la vie quotidienne des gens. Est-ce qu'ils vont pouvoir tous les jours payer leur loyer correctement? Est-ce qu'ils vont avoir un logement en bon état? Est-ce qu'ils vont pouvoir se déplacer facilement et tout? Je pense que ce sont ces questions-là que nous devons d'aborder. Et à ce titre-là, si nous les abordons bien, je pense que oui, nous aurons, et c'est notre rôle, hein, on a beaucoup parlé d'économie, on a beaucoup parlé d'environnement, on n'a pas beaucoup parlé de démocratie, on n'a pas parlé de tout ça, mais c'est ça notre quotidien, c'est ça notre quotidien, tout ce que je vous ai décrit, c'est ça, c'est comment on travaille les gens, comment on prend tout ça en considération, et si on prend tout ça en considération, je pense que nous avons des habitants qui sont capables, au niveau national, de prendre ça. Malheureusement, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que les débats portent sur d'autres questions. Non pas qu'elles ne soient pas importantes, mais on les traite peut-être pas de la bonne façon. Et du coup, nous voyons émerger des personnes, des discussions qui, à mon avis, ont peut-être leur importance, mais il faudrait les resituer à leur juste niveau. Parfois, moi, je me demande si on fait du spectacle dans les pseudo-débats
ou si on a envie un jour de faire de la politique. Moi, la politique, c'est quelque chose d'extrêmement noble, d'extrêmement important. C'est pas de la quête de pouvoir. Moi, je vois des personnes aujourd'hui qui, en ce moment, font peut-être des discussions, je ne dis même pas des débats, pour de la quête de pouvoir, et c'est pas ça, moi, qui m'intéresse au quotidien. Jamais je ne travaille là-dessus, et je souhaite qu'au niveau national, nous soyons capables de travailler, de discuter pour les habitants, pour l'avenir du pays, pour nos relations internationales aussi, parce que c'est tout ça. Nous avons la chance d'être dans une démocratie, nous avons la chance d'être capables de discuter, saisissons cette chance, et moi, ce que je souhaite, c'est que, en permanence, chacun de nous, qu'il soit élu je dirais, dans sa commune, qu'il soit candidat au niveau national, qu'il se situe toujours dans cette réflexion-là, dans quelles valeurs nous devons porter, quelle vision d'avenir nous avons pour notre pays, pour les habitants. Et franchement, je pense qu'on a un beau champ d'action, un beau champ de travail. Et moi, je suis partant pour y contribuer, non pas en tant que candidat, mais vous ne présentez pas la présidence. Ah, ça aurait été un scoop, mais je suis désolé, c'est pas pour ce matin. Voilà, je vous taquine un peu, Philippe Hercouët. Néanmoins, on voit qu'aujourd'hui, les citoyens s'éloignent de la politique. Oui. Est-ce qu'il y a eu des erreurs par le passé qui ont conduit des fractures, finalement, qui ont conduit les gens un petit peu à tourner le dos ou à se tourner vers justement les extrêmes? Oui, mais je suis convaincu que nous avons tous à nous interroger sur ces situations-là. Et quand je disais tout à l'heure, nous avons la chance, il faut continuer à travailler, à discuter. Quand je disais les entreprises travaillent au quotidien, partout, localement, on fait des choses. Je pense qu'un peu partout, on retravaille sur ces notions de démocratie participative. Mais il faut, être toujours à l'écoute des gens. Et puis, ne pas perdre de vue que la vie des gens, des habitants au quotidien, c'est ça qui est important. Qu'on soit capable de répondre à leurs questions quotidiennes et aussi de leur donner de la vision et de l'envie pour les années qui viennent. Or, depuis quelques années, malheureusement, on a peut-être un petit peu oublié ça. Un dernier mot, Philippe Hercouët, vous avez signé ce texte, cette tribune de soutien à Anne Hidalgo. Pour vous, c'est elle qui peut représenter la France demain ? Moi, je suis persuadé que représenter la France, c'est porter des valeurs. C'est des valeurs que nous avons dans notre pays. Et je pense que Anne Hidalgo est une personne qui porte des valeurs, qui peut représenter la France, apporter, comme j'ai dit tout à l'heure, quelque chose aux habitants, à tous les habitants. Et ça, c'est important, à refaire union autour de ces valeurs, autour de cette envie de faire des choses, de bien vivre et d'être ensemble. Et oui, ne pas oublier que nous sommes là pour bien vivre et en respectant les autres. Voilà, donc cette société apaisée que l'on appelle tous de nos voeux. Philippe Hercouët, je rappelle que vous êtes maire de Lamballe-Armor, conseiller régional et président de l'établissement public foncier de Bretagne. On en a longuement parlé, c'était important de bien le préciser. Vous étiez notre invité ce matin, vous êtes venu en direct au micro de la matinale. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, il y a encore plein de travail, donc on va y aller avec plaisir. Et vous reviendrez. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.